à la une de ce journal, à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, les militants SDF inscrits sur les listes électorales ont été kidnappés. Une vidéo devenue virale montre comment les ravisseurs prévoient de les maintenir en captivité jusqu'à la fin du processus électoral. Une situation d'insécurité inquiétante dans les régions en guerre depuis près de 2 ans et demi. Nous en parlerons en ouverture de ce journal. L'élaboration et la conception des projets structurants de 2e génération sont loin de convaincre des économistes. Pourtant, le gouvernement mise sur près de 13 projets évalués à 12 000 milliards de francs CFA qui doivent être réalisés à travers des contrats de partenariat public et privé, un mode de financement et l'état de maturité qui inquiète des économistes. Ils s'expriment au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle se trouvent des militants SDF inscrits sur les listes du SDF pour les élections législatives et municipales. Ils ont été placés en captivité par des ravisseurs encore non identifiés. Et dans cette vidéo, ces ravisseurs promettent de les maintenir en captivité jusqu'à la fin du processus électoral dans les régions en guerre. De nombreux messages de menaces sont adressés à ces Camerounais qui ont pris l'engagement d'être inscrits sur les listes des différentes formations politiques dans la compétition électorale prévue le 9 février 2020. À quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, c'est l'inquiétude qui prend de l'ampleur face à cette insécurité et cette multiplication des prises d'otages. On voit tout cela dans ce reportage que signe Jean-Paul Choniat. Sur ces images filmées à partir d'un téléphone portable, la première apparition publique des militants du Social Democratic Front, kidnappés dans la commune de Ntouba il y a près de 48 heures. Visiblement bien portants aux mains des ravisseurs, ces derniers présentés comme des séparatistes reprochent à leurs captifs de préparer activement les militants de leur circonscription électorale à participer au double scrutin du 9 février 2020. Voici des militants SDF que nous avons arrêtés en Ntouba. Ils préparaient les élections. Nous allons les garder ici jusqu'après l'élection. Dans cette vidéo, un des ravisseurs promet au coordonnateur SDF de l'arrondissement de Ntouba de le zigouiller pour servir d'exemple. On pourra libérer les autres, mais pas toi. Tu es un récidiviste. Avec ce énième enlèvement, l'étau se resserre autour des militants du SDF depuis l'engagement du Parti de la Balance à prendre part au double scrutin du 9 février prochain. Près de 48 heures après ce kidnapping, la réaction du chairman John Fourdi reste attendue. Le gouvernement qui cède à la pression des docteurs PhD recalés lors de la première phase de recrutement des enseignants dans les universités publiques après 1 mois de grève durant lesquels ils ont dénoncé les dysfonctionnements et irrégularités ayant émaillé le processus. Ils ont enfin obtenu l'opportunité d'intégration dans leur département académique respectif. Le gouvernement a reconnu qu'il y a eu des dysfonctionnements, un mea culpa qui intervient après plusieurs semaines de grève à l'esplanade du ministère de l'Enseignement supérieur. D'autres précisions avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. Maintenant, vous allez travailler. Hier, ils se regardaient en chien de faïence. Aujourd'hui, côte à côte, sur l'esplanade du ministère de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo et les docteurs PhD recalés du dernier recrutement dans les universités d'État ont presque fumé le calumet de la paix avec en prime une annonce de la fin du sitting des recalés. Merci beaucoup. Alors, dès aujourd'hui, nous allons lever le camp progressivement pour ceux qui sont à Bamenda, Boya, Maroua et Ngaoundéré, et complètement nous aurons vidé le camp demain matin. Dans une ambiance quasiment surréaliste, des propos amènes sont même délivrés à l'endroit du ministre de l'Enseignement supérieur. Notre ministre de tutelle a su trouver
le bon compromis pour résoudre notre problème. S'il y a bien compromis, sa nature est dévoilée pour comprendre comment on en est arrivé à ce modus vivendi. Il y a une vague de recrutement qui arrive dans le cadre de remplacement numérique. Nous aussi, nous pouvons postuler. Ils nous ont fait la promesse qu'ils vont discuter avec les recteurs pour voir comment absorber une bonne quantité parmi nous. La deuxième chose, c'est qu'il y a le recrutement spécial qui va être lancé le plus rapidement possible et pour lequel nous allons postuler. Ce recrutement spécial inédit de 2000 enseignants dans les universités d'État titulaires du doctorat, du PhD ou de tout diplôme jugé équivalent. Nous avons également la possibilité du remplacement numérique qui est classique dans les universités et qui sera mise en œuvre toutes affaires cessantes. Mais malgré tout, le ministre de l'Enseignement supérieur ne s'en tire pas sans contrition et se livre à un mea culpa. L'erreur est humaine, errare humanum est. Donc ce n'est pas la première fois qu'il y a une erreur. Dès que nous aurons constaté objectivement ces erreurs, j'ai demandé au recteur de les corriger. De les corriger illico presto, sans rien attendre. Si, au final, le ministre de l'Enseignement supérieur reprend des couleurs au sujet du recrutement spécial annoncé, les docteurs recalés, eux, crient victoire. Ce recrutement ne se fera pas par une liste additive. Il se fera en respectant les canons universels des normes académiques. Notre injustice a été entendue. On nous a écoutés. Le ministre l'a dit à plusieurs fois. Ils se sont rendus effectivement compte qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités. Et le seul fait de l'accepter et de le dire publiquement qu'il y a eu des irrégularités, qu'il y a eu des récriminations, c'est une victoire pour nous. C'est l'épilogue d'un bras de fer dans lequel le ministre de l'Enseignement supérieur a laissé des plumes. Le président de la République du Cameroun s'est exprimé sur les enjeux, sur la scène internationale. Un discours prononcé devant le corps diplomatique ce matin, alors qu'il recevait les vœux des différents corps diplomatiques et corps constitués nationaux. Je vous invite à suivre un morceau choisi des propos du président de la République, Paul Biya. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, au cours de l'année qui vient de s'achever, le Cameroun a pour sa part poursuivi en amplifiant ses efforts pour que règne la paix et la sécurité sur toute l'étendue de son territoire. Ainsi, dans la région de l'extrême nord, nos forces de défense et de sécurité ont renforcé leur présence afin de réduire, voire d'empêcher, les incursions des terroristes de la secte Boko Haram qui malheureusement continuent de causer des pertes humaines et matérielles. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel fraternel à tous les pays du bassin du lac Tchad affectés, afin qu'ils se remobilisent et redoublent d'efforts pour mettre définitivement ces terroristes hors d'état de nuire. S'agissant des problèmes dans nos régions du nord-ouest et du sud-ouest, diverses mesures ont été prises afin d'envisager objectivement et à brève échéance un retour définitif de la paix. Le grand dialogue national a permis de formuler des recommandations dont certaines connaissent un début de mise en œuvre avec les lois récemment adoptées par le Parlement. Ainsi, nos deux régions du nord-ouest et du sud-ouest bénéficient, dans le cadre de notre République, d'un statut spécial répondant amplement aux aspirations de nos concitoyens qui y vivent. J'ai saisi cette occasion pour exprimer notre reconnaissance aux pays amis, aux organisations internationales comme les Nations Unies, le Commonwealth, la francophonie et l'Union africaine,
pour leur compréhension, leur accompagnement et leur soutien dans la gestion de ce délicat problème. C'était le président de la République du Cameroun dans son discours face au corps diplomatique ce matin, alors qu'il recevait les vœux de Nouvel An 2020. Le portefeuille de la deuxième génération des grands projets du Cameroun est connu pour la période de 2020-2027. Une dizaine de projets parmi lesquels l'aménagement de l'autoroute Yaoundé-Douala, l'aménagement du complexe touristique de Yoyo, la mise en place d'un technopole agro-industriel de Cotin, coût de tous ces projets près de 12 000 milliards de francs CFA. Cependant, au regard des l'état de maturité et l'élaboration des financements, des économistes s'interrogent sur la faisabilité de tels projets, alors que le gouvernement mise sur les contrats de partenariat public-privé. Les économistes doutent que les projets tels que conçus puissent attirer autant d'investisseurs et craignent des risques de surendettement pour le Cameroun au regard des échecs observés lors de la première phase du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Évocation avec Jean-Paul Chouniat. À peine les 10 années du document de stratégie pour la croissance et l'emploi échu, sans évaluation préalable de ces projets, le gouvernement camerounais engage une nouvelle phase de projet dit de seconde génération. Il fallait d'abord qu'on évalue les projets qui avaient été annoncés depuis, les projets du 2C. Est-ce que ça a été mené à leur terme? Je ne pense pas. Il n'y a pas eu cette évaluation qui nous permet de savoir qu'on peut maintenant passer au projet de deuxième génération. Le gouvernement de Paul Biya, dans un premier temps, envisage en 7 ans construire des infrastructures routières sur l'ensemble du pays pour un coût total de 4 551 milliards de francs CFA. Sur le plan du calendrier économique, je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que c'est un plan septennal? Là encore, ça ne répond à rien du tout. À côté des projets routiers, dont l'achèvement de l'autoroute Douala-Yaoundé nécessite encore 954 milliards de francs CFA, figure aussi la construction des aéroports de Kribi, Douala et Deya, port en eau profonde de Limbé, chemin de fer, des projets énergétiques et hydrauliques, le tout pour un coût total de 20 853 milliards de francs CFA. Une vision surréaliste de l'avis des spécialistes. C'est prématuré d'annoncer un programme, un chronogramme de réalisation de telles infrastructures tant qu'on n'a pas de l'argent prêt, tant qu'on n'a pas, il me semble que pour beaucoup de ces projets, n'est-ce pas, les coûts sont estimatifs, ça veut dire qu'on n'a pas des coûts arrêtés, on n'a pas bouclé les études. Deuxième inquiétude des experts, la mobilisation des financements au moyen du partenariat public-privé. Problème, la maturation de ces projets. Pour la plupart de ces projets, les études ne sont pas encore bouclées et donc ils ne sont pas encore à maturité. Et je me demande sur quelle base vous allez faire des appels à manifestation, n'est-ce pas, d'intérêt pour attirer de potentiels investisseurs. Nullement arrimé à la durée du mandat de Paul Biya, ce document de projet à besoin de financement est un simple effet d'annonce. Si jamais on ne place pas la réalisation dans le cadre de la décentralisation, ce serait un effet d'annonce. Ce serait nous dire en 2025 que les gens peuvent continuer parce qu'ils ont encore des projets en cours que le peuple camerounais a accepté. Donc c'est en cela que je vois le caractère pernicieux de ce document. Le document de stratégie pour la croissance et l'emploi s'en est donc allé. Avec son lot de bluffs et d'incongruités, le document de projet a besoin de financement DPBF a désormais le vent en poupe avec ses méga projets à l'issue incertaine pour une émergence du Cameroun d'ici 2035. Que pourrait gagner le Cameroun dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale? Les Nations Unies, à travers sa commission en charge de l'économie sur le continent africain, a tenu à édifier les différentes administrations de la sous-région Afrique centrale sur les politiques à mettre en œuvre pour réduire les effets de la baisse des barrières douanières durant l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale. D'autres précisions avec Donald Brice Kamga. Les dirigeants africains projettent l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange économique continentale pour juillet de cette année. Concrètement, les taxations douanières seront supprimées sur la plupart des produits à l'importation et à l'exportation. Mais l'un des bouleversements que le vaste marché attendu induira, c'est la baisse des recettes douanières.
Bon nombre de pays africains en dépendent, il faudra donc se réajuster. Aujourd'hui, la douane au niveau mondial n'a pas simplement axé sur la mission fiscale. La mission économique est la plus importante que développent les autres douanes du monde, et le Tchad également est en train de s'organiser à pouvoir jouer le rôle de la mission économique. Et cette mission économique qui va jouer également l'attraction des investisseurs internationaux dans notre pays permettra de booster par rapport à cette perte que nous allons connaître, et que nous pensons que l'économie du Tchad va mieux se dresser avec la communauté sous-régionale. L'ambition est affirmée, le développement d'un marché continental est capital, le milliard d'habitants qui peuplent le continent est un atout. C'est important. Tout d'abord, on a vu qu'une fois qu'on fait les échanges entre les Africains, c'est qu'il y a tout d'abord l'économie des devises. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que même on fait quoi? On fait la croissance des économies. C'est-à-dire qu'il y a l'augmentation de la production au niveau régional. Mais pour aller à l'intégration économique, chaque sous-région africaine doit se préparer minutieusement. Sous l'égide de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, les experts de la CEAC sont à Douala. Ils doivent examiner et valider une dizaine de rapports, dont le rapport sur les mesures de défense commerciale. Quelles sont les mesures de défense que l'une des parties peut prendre? Ça peut être une suspension des importations venant de l'autre partie, mais sous certaines conditions. Autre document à examiner et à valider par les experts, l'étude de l'impact du démantèlement tarifaire africain pour l'Afrique centrale, celle sur la codification des régimes douaniers, entre autres. Des outils nécessaires qui préparent le chemin vers l'entrée dans la zone de libre-échange continentale. Ce journal, l'Union des populations du Cameroun a menacé de marcher dans les rues des villes situées dans le département du Nion-Ekele, et pour cause des interrogations sur ces batailles de leadership pour le contrôle de l'appareil administratif de l'Union des populations du Cameroun. D'autres précisions avec Guy Zogo. Un vent de panique vient de souffler ces dernières heures dans le chef-lieu du département du Nion-Ekele, à Ezeka. Les forces de l'ordre ont envahi le monument Oumniobé pour empêcher une éventuelle marche de protestation de l'UPC qui réclame la réhabilitation de ces listes aux municipales et législatives dans le Nion-Ekele. Du coup, l'entame de la rencontre entre les militants de ce parti et le premier adjoint préfectoral du Nion-Ekele a été consacré à l'explication des textes sur cet incident. La ville militarisée, je répète que ce n'est pas pour se justifier, mais on savait que vous deviez être là. C'est pour vous encadrer, au contraire, ce n'est pas pour vous menacer. Vous êtes toujours déjà mal intentionné, ça ne manque pas. Donc c'est une mesure pour vous encadrer, c'est non pour vous réprimer. Il n'empêche, l'UPC s'est offusqué de cette démarche des autorités administratives. J'ai posé le problème au préfet, qui m'a dit qu'il était question de prévenir les infiltrations dont tout le monde aurait pu faire l'objet, et c'est pour ça que la sécurité a régné. Bon, maintenant, nous sommes offusqués du fait que la coïncidence veut que c'est pendant que nous sommes là que la ville soit militarisée. Chacun fait son travail. Nous ne pouvons pas enlever à l'État de faire le sien. Ce parti a remis aux autorités administratives une correspondance adressée au chef de l'État. Les militants de l'UPC qui sont venus à la rencontre de leur préfet afin de remettre un courrier qui est destiné au chef de l'État. L'UPC a investi ce nombre de licences de Nion-Ekele. Nous estimons que c'est injuste. Maintenant, pour ce qui est ce type de recours, nous avons saisi la Chambre administrative à ce sujet. Maintenant, pour ce qui ne l'est pas, il nous reste un seul recours, c'est de saisir le chef de l'État. Le parti du CRAB dit attendre la réhabilitation de ces listes, faute de quoi il n'ira pas aux élections. Nous aimerions bien aller aux élections, mais si l'État nous impose le contraire, nous assumons. Ça veut dire exactement que si nos listes ne sont pas réhabilitées, l'UPC ne prendra pas part à ces élections. C'est aussi simple que ça. Maintenant, nous allons aller au bout. Parce que, vous savez, il ne faut pas faire une chose de son contraire à la fois. L'UPC est un parti qui a choisi d'aller aux élections. Maintenant, il faudra bien montrer aux yeux du monde entier que c'est le gouvernement qui nous empêche d'aller aux élections. Même si l'on garde encore l'espoir, il est surtout question aussi, explique-t-on, de défendre un bilan. L'UPC, au cours de la mandature finissante, a eu des élus qui ont certainement un bilan qu'il faille qu'ils défendent. Pour quelle raison peut-on se permettre d'interdire
à ce parti politique de se présenter aux élections. Nous allons continuer cette mobilisation jusqu'à ce que cette injustice soit réparée. Et nous comptons faire aussi partie des élections, de ces élections du 9 février 2020. À l'évidence, le feuilleton de l'affaire des listes de l'UPC n'en finit plus de tenir en haleine le champ politique camerounais. Dans l'escale internationale, un texte est en vue au Congrès américain afin d'empêcher Donald Trump de déclarer la guerre à l'Iran. Pendant ce temps, sur le continent africain, c'est une attaque qui a été effectuée contre une école primaire au Burkina Faso et Fort Gnassingbé qui continue de susciter de vives réactions dans son pays, le Togo, après l'annonce de son intention d'être candidat pour un 4e mandat à la tête de ce pays situé en Afrique de l'Ouest. La mouture internationale, c'est avec François Dikoumé et Michel Ngachou. L'explosion d'une grenade fait 4 blessés dans une école à Ouagadougou au Burkina Faso. Selon la gendarmerie, l'explosion est due à une manipulation car il s'agit d'un engin explosif artisanal qui a été ramené par les élèves dans une salle de classe. Selon Tidiane Oudraogo, enseignante de la dite école, l'explosion s'est produite après le début des cours dans la salle du cours élémentaire première année. La salle, qui comporte 60 élèves dont la moyenne d'âge est de 12 ans, a connu 4 victimes qui sont sous soins intensifs. L'école, située dans la périphérie du nord de la capitale, qui connaît un nombre important de déplacés qui fuient les exactions des groupes djihadistes dans le nord. Rappelons qu'en 2017, le Burkina Faso a par contre connu une attaque contre une école dont 2 personnes ont été enlevées et l'établissement scolaire incendié, toujours dans le nord du pays. Au Soudan, plus de 60 morts dans les huttes communautaires au Darfour. D'après le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, au moins 54 personnes ont été tuées et 60 blessées lors des combats tribaux au Darfour. Selon la même source, comme le rapporte Afrique-Info, des milliers de civils soudanais ont également traversé la frontière du Tchad, cherchant refuge dans les villages près de la frontière du Soudan. Le Darfour est déchiré depuis 2003 par des violences entre groupes armés et des huttes communautaires. Mais fin décembre, les nouvelles autorités de Khartoum et 9 groupes rebelles ont adopté une feuille de route pour mettre fin au conflit dans la région. Le nombre d'attaques dans le golfe de Guinée connaît une augmentation en 2019. Selon Mika Center, qui vient de faire son premier bilan annuel sur la piraterie et le brigandage comparativement à 2017, elle connaît une hausse de 80% avec des enlèvements d'équipage au large du golfe de Guinée. Selon Mika Center, centre d'expertise de la Marine nationale française, la situation ne cesse de s'aggraver. 146 personnes y ont été décomptées, soit le double qu'on lui connaît il y a 3 ans. En fin décembre, des pirates sont montés à l'abordage du pétrolier MV Ambika alors qu'il s'était amarré au large du delta du Niger. 2 marins indiens et un membre de l'équipage ont été kidnappés. Les frappes orchestrées par l'Iran sur les positions américaines en Irak fait bouger la classe politique. Les démocrates veulent voter un texte pour limiter le pouvoir du président américain Donald Trump à déclarer la guerre à l'Iran. Ce jeudi, le Congrès américain se penche sur le dit texte visant à empêcher l'occupant de la Maison-Blanche à ouvrir un front de bataille contre l'Iran, évitant ainsi une escalade. Nos inquiétudes n'ont pas été levées, a déclaré Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, d'après les explications des hauts responsables. En rappel, Téhéran, en début de semaine, après l'assassinat ciblé par les États-Unis du général Qassem Soleimani, a appelé à une vengeance enclenchée par le guide iranien Khamenei. La Chambre basse se prononcera donc ce jeudi sur une résolution visant à limiter les actes militaires du président Donald Trump à l'égard de l'Iran. The American military has been completely rebuilt under my administration at a cost of $2.5 trillion. Présidentiel au Togo, Faure Gnassingbé investi candidat pour son parti. Le président togolais Faure Gnassingbé a été investi sans surprise mardi pour représenter le parti au pouvoir, l'Union pour la République, à l'élection présidentielle du 22 février, selon l'AFP à Lomé. Les responsables du parti s'étaient réunis à huis clos toute la matinée en présence du président Faure Gnassingbé, après une tournée dans les différentes régions du Togo, où ils ont organisé des consultations avec la base du mouvement. Le président Faure Gnassingbé est au pouvoir depuis 2005
2005, après avoir succédé à son père Gnassingbé Eyadema, qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 38 ans, il a été réélu en 2010 et en 2015 au terme du scrutin contesté. Le pays a traversé une grave crise politique en 2017 et 2018 avec des manifestations gigantesques lourdement réprimées pour réclamer la limitation des mandats présidentiels et le départ du chef de l'État qui s'apprête à briguer un 4e mandat. Une douzaine de leaders de l'opposition, dont son chef de file historique Jean-Pierre Fabre, et des personnalités de la société civile ont également annoncé leur candidature à ce scrutin présidentiel. Ce mercredi était la date butoir des dépôts de candidatures qui devraient être déposés à la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20 h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Des militants du Social Democratic Front kidnappés dans la commune de Touba. Nous sommes dans la région du Nord-Ouest. Et les ravisseurs ont fait circuler une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Vous l'avez vu, ces images choquantes, là où ils sont déterminés à maintenir en captivité ces militants SDF jusqu'à la fin des élections prévues le 9 février 2020. Ils sont contre ces mouvements de ces militants du SDF qui s'apprêtaient pourtant à battre campagne dans cette partie du Cameroun. Depuis de nombreux mois, les militants du SDF sont des cibles d'attaques des groupes armés non identifiés. Donc on parle des séparatistes qui sont contre ce retour à une vie normale, cette animation de la vie politique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les autorités administratives d'Union Ekele tuent dans l'œuf une manifestation prévue par l'Union des populations du Cameroun. Des responsables de l'UPC projetaient une marche dans les rues de la capitale, du moins du chef-lieu du département d'Union Ekele, à savoir Ezeka, pour, disait-il, contester le rejet de certaines listes UPC dans cette circonscription électorale, notamment pour ceux qui avaient espoir de briguer des postes de députés dans l'Union Ekele. Leurs listes ont été rejetés à leur grand désarroi. Ils déplorent le jeu trouble de l'administration camerounaise dans la bataille de leadership pour le contrôle de l'appareil administratif de l'UPC entre Balaguel Côte et le député sortant qui, lui, était au palais de l'Unité ce matin pour adresser les vœux au chef de l'État, Robert Bapor Lipot, qui était bel et bien présent au palais de l'Unité du côté de Yaoundé pour adresser les vœux au président de la République, alors que celui qui revendique également le poste de secrétaire général de l'UPC est encore dans les rues de la capitale Yaoundé pour contester le fait que plusieurs listes de l'UPC ont été rejetées. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi 20 h. Rendez-vous lundi 20 h. Voilà.